Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Beauvais-Saint-Pierre, je suis la présidente de l'Alliance des profs de Montréal et aujourd'hui je vais essayer de vous résumer un dossier qui est très complexe, celui de la contestation de la loi sur la laïcité par la FAE. C'est un dossier qui touche beaucoup de valeurs, mais aussi qui est très polarisant et la FAE est consciente qu'il y a beaucoup de critiques et qu'il y a des questionnements autour de cette décision-là. Donc, de notre côté à l'Alliance, ce qu'on veut, c'est vous donner toutes les informations pertinentes pour que vous puissiez vous faire une tête, que vous puissiez bien comprendre les enjeux qui entourent ce dossier. Je vais débuter en faisant l'historique de ce dossier-là qui débute en 2018. Vous vous souviendrez qu'en 2019, la loi sur la laïcité de l'État a été adoptée en utilisant la clause dérogatoire qu'on appelle aussi la clause non-obstant, qui est contenue dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise. Et cet élément-là est assez central, on va y revenir tout à l'heure. En 2018, il y a eu une première opération qui était une opération de dénombrement par le ministère de l'Éducation où on demandait aux établissements scolaires d'identifier les employés qui avaient des signes religieux, donc qui portaient des signes religieux. En mars 2019, la FAE s'est adressée une première fois à la Cour supérieure puisqu'elle jugeait que cet exercice-là était une violation aux droits fondamentaux des enseignants, mais surtout des enseignantes. Le comité exécutif avait la prérogative de prendre cette décision-là et s'est appuyé sur les positions qu'on avait déjà, notamment des positions de Congrès 2013, sur la défense des droits des membres, sur le devoir de représentation et sur la laïcité. En 2019, il y a eu l'adoption de la loi qui a été faite sous bâillon. Et finalement, c'est 2 ans plus tard, presque, qu'en avril 2021, la Cour supérieure a rejeté la demande en déclaration d'inconstitutionnalité de la FAE. Mais la Cour supérieure a aussi reconnu la validité de plusieurs arguments de la FAE et elle a aussi invité implicitement la Cour suprême à revoir les principes qui sont établis dans sa décision de 1988. Je vais y revenir plus tard aussi sur cette décision-là, décision qui concerne la clause dérogatoire. La FAE a alors annoncé qu'elle porterait le jugement en appel de la décision de première instance. En novembre 2022, la FAE est entendue par 3 juges de la Cour d'appel en lien avec la clause dérogatoire et avec le dénombrement dont on parlait tout à l'heure. Et récemment, donc en février dernier, il y a eu l'arrêt de la Cour d'appel qui concerne la contestation sur la loi sur la laïcité et la FAE a déposé une requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada quelques mois plus tard. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi sommes-nous rendus à la Cour suprême? Bien, c'est en lien avec cette fameuse décision de 1988 où la Cour suprême a établi des critères très peu contraignants pour l'utilisation de la clause dérogatoire. Donc, dès le début, la FAE savait que le processus allait être long, mais surtout qu'on se rendrait en Cour suprême du Canada parce que les décisions des tribunaux se basaient sur cette décision de 1988 de la Cour suprême. La clause dérogatoire, elle permet d'adopter une loi sans avoir à respecter les droits et libertés prévus aux chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés. On n'a qu'à ajouter un article dans une loi pour inscrire que la loi s'applique nonobstant les chartes. Qu'est-ce que ça touche plus spécifiquement? Dans la Charte canadienne des droits et libertés, on touche à l'article 2, donc les libertés fondamentales, donc ici la liberté d'opinion, liberté d'expression, mais aussi la liberté d'association qui touche directement les syndicats. Il y a aussi l'article 7, le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la sécurité physique et psychologique. C'est par exemple en passant par cet article-là, en le suspendant, qu'on pourrait criminaliser le droit à l'avortement. Il y a aussi les articles 8 et 14 qui sont concernés, donc les garanties en matière pénale, et l'article 15 qui concerne les droits à l'égalité, donc égalité des sexes, égalité selon l'origine, selon les handicaps, mais aussi de religion. En plus de tout ça, tous les droits et libertés qui sont prévus aux articles 1 à 38 de la Charte québécoise pourraient aussi être suspendus sans condition avec l'utilisation de la clause dérogatoire. Ailleurs au Canada, la clause dérogatoire a été utilisée récemment dans d'autres dossiers que celui de la loi sur la laïcité.
En Ontario, par exemple, en 2022, le gouvernement a suspendu le droit de liberté d'association de 50 000 travailleuses et travailleurs de l'éducation pour les empêcher d'exercer leur droit de grève, mais évidemment aussi dans le but de leur imposer un contrat de travail de manière unilatérale. Du côté de la Saskatchewan, le Parlement a invoqué la disposition dérogatoire pour empêcher les élèves de moins de 16 ans de changer de pronom ou de prénom sans le consentement des parents. Et si on regarde un peu plus largement, on a entendu à plusieurs reprises M. Poilievre dire qu'il n'hésiterait pas à utiliser la clause dérogatoire s'il était au pouvoir. Donc, au-delà du dossier de la laïcité, il y a quand même lieu de s'inquiéter, surtout si on constate la montée du populisme, mais aussi ce qui se passe aux États-Unis dans les dossiers du droit à l'avortement, des droits de la communauté LGBTQ2S+. Donc, on constate qu'on n'est pas à l'abri de recul de nos droits fondamentaux. Est-ce que la FAE est contre l'utilisation de la clause dérogatoire? La réponse est non. La FAE est contre l'utilisation abusive. Donc, ce qu'elle demande, c'est qu'il y ait une démonstration que l'objectif de l'utilisation de la clause est clair et urgent. Normalement, un gouvernement devrait être en mesure de faire cette démonstration-là si son objectif est effectivement clair et urgent. Donc, on voit qu'au cœur de ce débat juridique-là, il y a les droits fondamentaux et la FAE a une obligation légale de représenter ses membres et de défendre les droits des membres, donc notamment les droits fondamentaux, plus particulièrement les droits liés au travail, mais aussi ceux à l'application de la convention collective. Où en est maintenant la FAE dans ce dossier-là? Actuellement, la FAE attend la décision à savoir si elle sera entendue à la Cour suprême et si oui, sur quels éléments du recours. Parallèlement à ça, on a eu la semaine dernière un conseil fédératif, c'est-à-dire une instance de la FAE où se réunissent les 9 syndicats avec des élus et des membres en exercice, des membres aussi de la PR-FAE et le comité exécutif de la FAE. On a eu des débats sur ce dossier-là et tout le monde s'entendait pour dire que c'est évidemment un dossier qui fait des vagues dans certains milieux, qui fait des vagues dans certaines instances, dans la sphère publique aussi, et aussi que c'est un dossier qui est complexe et qui est nuancé. Donc, la décision qui a été prise, c'est que dans les 21 jours qui vont suivre la décision que la FAE attend, donc allons-nous être entendus à la Cour suprême, nous allons nous réunir en conseil fédératif pour nous prononcer sur la poursuite de ce recours-là. À ce moment-là, on va avoir aussi une présentation du comité exécutif sur la conjoncture, donc une analyse de la conjoncture, mais aussi des impacts que pourraient avoir les différentes avenues qu'on pourrait choisir dans ce dossier-là. J'espère que cette vidéo-là vous a permis d'avoir une vision globale et de comprendre un peu mieux ce dossier-là qui est complexe. Vos personnes déléguées auront aussi une présentation le 8 octobre à l'Assemblée de personnes déléguées. Je serai là pour répondre aux questions, mais aussi Benoît Giguère, qui est vice-président à la Fédération autonome de l'enseignement, qui va pouvoir aussi répondre à vos questions. Merci beaucoup et à bientôt.